Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour Madame la directrice. Je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement, je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. « 2. Comprendre un déplacement, un voyage. Activité 4. Dialogue 1. Salut David, à ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo? Pas de problème. Mais il habite où exactement? Tu sais bien, là, derrière la gare, près de l'hôtel Isis. Je vois bien. On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite? Non, c'est en face, tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au 3e étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon, d'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Activité 2. Coucou Cindy, me voilà enfin à la maison. 1 heure de queue à la poste pour prendre ce paquet, c'est inacceptable. Bon, et ça y est, tu l'as bien emporté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Mais Thomas, tu ne l'as pas encore ouvert? Non, pas encore. J'ai passé trop de temps à attendre et j'étais pressé de rentrer à la maison. Ouvre-le si tu veux. Oh, c'est à mon nom. Ok, je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papier cadeau avec une carte de... Oh, mais c'est toi qui m'as écrit la carte. C'est un cadeau de toi? Mais pourquoi? Ma chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête des amoureux. Oh, tu es un amour. Je suis trop contente. Activité 3. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour Madame. Rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Activité 4. Dialogue 2. Excusez-moi, vous travaillez ici, madame? Je cherche la salle des impressionnistes. C'est par là? Jeune homme, vous n'êtes pas dans le bon sens de la visite. Là, vous vous éloignez si vous continuez à cet étage. Ah, c'est à l'étage inférieur? L'exposition est organisée par époque. Au rez-de-chaussée, il y a les peintres hollandais et italiens. Puis au premier étage, c'est tout le 19e siècle.
Et ici, ce sont les peintres français de 1920 aux peintres modernes. Donc vous devez redescendre d'un étage. C'est vrai, les impressionnistes, c'est le 19e siècle. Merci beaucoup. Activité 5. Clara, tu as déjà fini ton cours de danse? Oui, c'était super. 45 minutes à bouger et à sauter, ça m'a fait du bien. Bon, je vais prendre ma douche. Et toi, Hélène, ton cours de musculation, ça s'est bien passé? Oh, au début, j'ai dû prendre du temps pour réchauffer mes muscles. J'étais toute raide. Au bout de 10 minutes, j'ai démarré mes exercices en soulevant des poids de 10 kilos, puis des poids de 15 kilos. Alors là, c'était vraiment trop lourd à lever et j'ai arrêté. Après, mon prof m'a demandé de courir sur un tapis pendant 5 minutes, mais le plus vite possible. Une demi-heure intensive, quoi. Et toi, le cours de danse? Trop bien. On a appris de nouveaux mouvements sur des rythmes différents. Petits pas, grands pas, et on devait bouger notre corps, les bras, les jambes en position bien droite, puis penchée, etc. Ce n'était pas facile, et je suis même tombée une fois. Je me suis fait un peu mal aux pieds, mais je me suis relevée et j'ai continué à danser. On avait aussi de la très bonne musique qui aide bien à se déplacer en rythme. Bon, je me douche. Tu repars tout de suite ou tu m'attends? Non, je dois m'en aller et on se retrouve mardi prochain. Salut Clara. Activité 6. Allez, chers amis, en route pour l'excursion à travers le Val-de-Loire. Tout le monde est prêt? Attends, Daniel, j'ai un problème de chaussures. Qui peut me prêter des chaussures de marche? Pointure 42. Toujours toi, Dylan, qu'on attend. Tu sais qu'une balade de 5 heures à la campagne nécessite du bon matériel. On va faire aujourd'hui environ 35 km. On va passer par des chemins pas toujours très confortables ou faciles. Il faut donc prévoir au minimum de bonnes chaussures et des vêtements de sport adaptés. On va traverser des villages. On va peut-être ralentir la marche à la fin de l'excursion, mais on ne fera pas de pause dans un café. C'est bon, Daniel. Je viens de changer de chaussures. Mais je ne savais pas encore ce matin si je voulais partir avec vous, parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Une excursion, ça doit aussi être du plaisir, non? « 3. Comprendre un sentiment, une émotion. Activité 7. Dialogue 1. Dis Justine, qu'est-ce que c'est agréable d'être à la plage, tranquillement. Il fait vraiment beau. C'est vrai que les vagues sont grosses, mais je vais nager un peu. Attends, je crois que c'est dangereux aujourd'hui, ça me fait un peu peur. Arrête, calme-toi. Je prends ma planche et je vais m'amuser dans les vagues. Je reste pas loin du bord. Écoute, Paul, je me fais du souci. Il n'y a personne dans l'eau et le vent est fort. Ça va aller. Et je reviens si je vois que c'est trop difficile de nager et de surfer, d'accord? Ça me rassure un peu. Écoute, je viens avec toi et je nagerai à côté. Activité 7. Dialogue 2. J'attends un coup de téléphone depuis hier, Samira, et je m'inquiète beaucoup. Le chauffagiste doit absolument prendre rendez-vous pour venir réparer le chauffage. Il ne marche plus. Ne te fais pas du souci comme ça, Arthur. Il t'a dit qu'il venait avant ce week-end. Sois patient. D'accord, mais s'il a un gros problème chez un autre client, ou s'il a oublié, comment je fais, moi? Il fait plus froid et je te rappelle que mes parents viennent samedi soir. Attends, si ça peut te rassurer, chez moi il y a une chambre d'amis et je peux aussi les recevoir. Une nuit, c'est simple à organiser. Arrête de t'angoisser, on n'est que mardi. T'as raison, Samira. Ta proposition d'hébergement me soulage. Merci. Ah, Arthur, ton téléphone sonne. C'est qui? Ouf, c'est lui. C'est mon chauffagiste. Allô? Activité 8.
Ça y est, Léna, c'est fini. Nous voilà diplômés de chimie. Quel bonheur de pouvoir enfin trouver un travail et gagner de l'argent. Oui, c'est génial, c'est vrai. On n'aura plus besoin de se lever pour aller en cours, à la bibliothèque, préparer les examens et ne penser qu'à ça. Mais tu sais, Georges, ça me déprime en même temps. Comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce diplôme nous a fait rêver, non? Moi, je suis tellement heureux. Regarde comme il est beau, notre diplôme! Tu as raison, mais il va falloir chercher du travail et on va connaître la vie métro, boulot, dodo. Fini les fêtes, les copains, les nuits à sortir. Oh, allez, c'est déprimant ce que tu dis. Moi, je vais d'abord profiter de la vie. Partir 1 an, faire le tour du monde. Faire tout ce que je veux. Bref, le bonheur absolu. D'accord, commençons à rêver alors. Activité 4. Dialogue 3. Dites-moi, inspecteur, on a bien retrouvé le corps dans la salle à manger. Oui, commissaire. Il était allongé sur le tapis près de la table. Tout habillé, mais avec les pieds nus. Bon, on vient de retrouver ses chaussures sous le canapé. Donc on peut penser qu'il se dirigeait du salon vers la table de la salle à manger. Peut-être. Qui l'a retrouvé là? Et qui vous a téléphoné pour prévenir la police? Madame Michaud, sa femme de ménage. Elle était là à 8h comme tous les mardis matins, et c'est elle qui a découvert monsieur. Elle attend maintenant dans la cuisine pour répondre à vos questions. D'accord, on y va. Activité 9. Dites, monsieur Josselin, vous avez vu mon nouvel emploi du temps pendant la pause déjeuner? À la rentrée, je travaillerai à la cantine les lundis, mardis et mercredis, et je ferai le ménage dans les classes pour le reste de la semaine entre midi et 13h30. C'est pas possible! Bah moi, je m'en doutais. Ce n'est pas vraiment une surprise. Vous savez, Madame Breteau, travailler à l'école, ce n'est pas passionnant. Alors ici ou là, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours aussi fatigant. Vous êtes sérieux? C'est plus sympa de travailler à l'extérieur comme vous que faire mon boulot avec les élèves, le bruit. Bof, moi je travaille dans la cour, dans le parc, sur le stade. C'est vrai, je respire le bon air. Mais c'est dur en hiver et en été. C'est incroyable! Vous avez la chance de profiter des saisons, non? Vous n'êtes jamais content, vous. C'est bon, de toute façon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille. « 4. Comprendre une réussite. Activité 10. Extrait 1. Chers amis, bonjour. Heureuse de vous retrouver à l'antenne ce samedi midi. Le sport, bon pour la santé, bon pour les affaires, bon pour le commerce, est en ce moment aussi le sujet de nombreux scandales financiers. Pourtant, à côté d'une presse qui se nourrit de la mauvaise image du sport, il existe des professionnels qui vivent leur activité avec passion. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui dans notre émission des sportifs de haut niveau et surtout de ces nouvelles sportives qui gagnent et s'engagent pour le sport avec un grand S. Activité 10. Extrait 2. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des scandales et des affaires judiciaires qui touchent le monde du sport. Mais on voudrait connaître votre avis sur les vrais sportifs et sportives qui vivent avec passion de leur sport. Alors, vous êtes d'accord avec l'image des médias ou non? Activité 11. Cher monsieur Bensoussan, mon cher Marcel, c'est avec émotion que je prononce ces mots avant votre départ. Oui, après 45 ans passés dans notre garage, vous allez nous quitter pour prendre votre retraite. Vous êtes arrivé ici comme apprenti mécanicien et vous partez aujourd'hui comme chef d'atelier de 30 mécaniciens. Bravo!
Votre passion pour les motos nous a aidés à développer notre entreprise et nous sommes devenus, grâce à vous, les spécialistes de la réparation des motos de compétition. Quand notre entreprise a connu des difficultés économiques, il y a 15 ans, vous étiez, Marcel, délégué du personnel et nous avons pu ensemble prendre les bonnes décisions pour choisir le secteur moto. Tous les employés ont accepté ce changement et les clients sont revenus. Je vous exprime tous nos compliments, cher Marcel, pour votre succès professionnel qui est aussi notre succès. Félicitations à vous et je suis en même temps admiratif et un peu triste de vous quitter. Portons un toast à votre retraite. 5. Comprendre une appréciation. Activité 12. Salut, ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir. Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher. La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant, mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop, mais elle n'avait pas d'autre qualification. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends. Activité 13. Chères habitantes, chers habitants, je vous remercie tout d'abord d'être venus si nombreux à notre petite réunion. En qualité de président de notre association, je voudrais vous communiquer la décision de la préfecture. Vous savez, il y a un mois, nous avons accueilli 12 familles étrangères qui étaient en grande difficulté et nous avons trouvé des logements convenables, des vêtements et de la nourriture pour les enfants, les parents et tous les adultes. J'ai alors envoyé une lettre officielle à la préfecture et j'espérais que l'administration régionale les aide et trouve une solution sérieuse pour leur avenir ici. Mais voilà, je suis vraiment déçu de vous lire la réponse négative de la préfecture. Malheureusement, ces familles doivent se débrouiller toutes seules et c'est la solidarité de nous tous qui devra continuer. Quel dommage. Cependant, nous souhaitons que ces familles restent ici dans notre ville, parce que ces gens sont une chance pour nous toutes et tous. Merci de votre générosité et de votre solidarité, et continuons notre engagement. 6. Comprendre un désaccord. Activité 14. Alors, que penses-tu, Morgane, de la nouvelle organisation du travail? Ça me paraît une bonne idée de pouvoir choisir l'heure d'arrivée au bureau et l'heure de départ. Bon, il faut faire les 8 heures par jour, mais c'est plus souple. Pour moi qui emmène mes enfants à l'école le matin, ce sera plus simple d'arriver après 9 heures. Après, je pense que le directeur a raison de demander une vraie pause déjeuner d'1 heure à tout le monde. Ce sera moins stressant. Le soir, je pourrai travailler plus tard parce que le bureau est plus tranquille et après 17 heures, le téléphone ne sonne plus. Oui, c'est une excellente organisation pour moi. Activité 15. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à notre émission On en discute sur Radio Verte. Cette année, les prochaines vacances scolaires vont donc durer 3 semaines au lieu des 15 jours habituels. C'est nouveau et nous voudrions savoir comment les parents vont organiser les nouvelles vacances de leurs enfants et si cette période de pause plus longue les angoisse. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô? Comment vous appelez-vous et d'où êtes-vous? Bonsoir, merci Laurence de prendre mon appel. Je m'appelle Eric et je viens de Toulouse. Alors moi, je trouve que cette durée de vacances pose un vrai problème.
Je travaille dans un restaurant et je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle mesure. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 enfants? 3 semaines à ne rien faire à la maison ou les passer chez les grands-parents? Non, c'est inacceptable de proposer ça si vite. On n'a pas eu le temps de se préparer et de préparer toute la famille. C'est une honte d'oublier que les parents travaillent. Moi, je n'ai pas 3 semaines de loisirs pour m'occuper de mes enfants. Je suis vraiment contre. Activité 16. Tu sais ce qu'on m'a demandé à mon travail? Monsieur Duroc, vous allez passer 3 jours sur notre stand au salon de l'agriculture. Oh mais c'est nul! Du vendredi au dimanche, tu imagines? Je vais devoir être là dès 5 heures du matin pour nourrir et nettoyer les vaches, puis recevoir tout seul le public toute la journée, des familles, des enfants, des vieux, des jeunes. Je suis déjà fatigué avant de commencer. Je n'ai vraiment pas envie. Et dimanche soir, il va falloir tout démonter et ranger. Après, avec les collègues, on devra transporter le matériel et les animaux une partie de la nuit pour retourner à la ferme. Non, c'est bien pour personne. Et tu crois que ce salon va profiter à notre économie? Pas du tout. Je vais me plaindre au directeur de la ferme parce que je ne veux pas travailler en continu pendant ces 3 jours. De chez le banquier, c'est la catastrophe. Il m'a dit « Monsieur Figoli, votre restaurant n'est plus rentable, vous n'avez pas assez de clients pour payer le personnel, les produits et le loyer du restaurant. Bref, il faut gagner plus d'argent. Et tu connais sa solution? Aujourd'hui, la France est le pays où on mange le plus de pizza au monde. Alors, la bonne idée du banquier, c'est de changer mon restaurant en pizzeria. Alors là, je regrette. Je suis cuisinier, pas vendeur de plats italiens. Je refuse de gagner de l'argent dans un commerce qui ne m'intéresse pas. Donc, j'ai refusé son idée et je continue mon activité. « 7. Comprendre une histoire racontée. Activité 18. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Karine? On est allé ce matin au musée et sur la porte, il y avait écrit « Fermeture exceptionnelle ce jour ». On était vraiment déçus. Alors, on a décidé de faire une balade dans la vieille ville. C'était très beau. Et en fin de matinée, on a découvert une église très jolie. On est rentré dans le bâtiment et on a admiré les sculptures. À midi, on a trouvé un petit resto très sympa et on a goûté à la spécialité régionale. Excellent! Plus tard, on a fait un peu les magasins de vêtements, je me suis acheté un chapeau et en début de soirée, on est repassé devant le musée qui était fermé bien sûr. Alors tu me dis que toi, Karine, tu l'as visité aujourd'hui? C'est bizarre. Ah, mais je comprends. L'expression « ce jour », c'était peut-être pour hier ou pour avant-hier. Et le musée a oublié le panneau sur la porte. Voilà. Activité 19. Au milieu de la nuit de dimanche à lundi, Martine, une habitante de la ville de Calais, a eu la surprise de trouver un homme devant sa fenêtre qui essayait de l'ouvrir. L'homme a trouvé la mauvaise excuse de dire qu'il s'était trompé de maison. Martine ne l'a pas cru, mais n'a rien dit. Elle a alors commencé une conversation très sympa avec lui et en même temps, elle a envoyé un message à la police très discrètement. L'homme, très confiant, est donc resté à discuter. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée tranquillement et l'a invité à venir avec eux. Bravo, Martine, pour votre calme et votre stratégie. Le voleur est maintenant entre les mains de la police. Activité 20. Et maintenant, la page loisirs de votre week-end. Une vague de solidarité arrive bientôt dans les piscines de France.
Une semaine avant la Journée mondiale de l'eau, qui se déroule le 22 mars de chaque année, différents partenaires comme les villes, les entreprises de production d'énergie ou les associations de développement durable vont organiser samedi prochain la Nuit de l'eau. Cette année encore, pour la 9e année, 200 piscines et centres aquatiques ouvriront leurs portes de 18h à minuit pour accueillir les visiteurs. L'objectif de ce rendez-vous reste le même, une opération exceptionnelle qui permettra de financer des actions pour que la population mondiale puisse avoir accès à une eau propre et potable. C'est l'affaire de tous et c'est aussi une initiative de santé publique mondiale. Alors pensez à prendre un bon bain samedi prochain à la piscine de votre ville. Un bon bain de solidarité vous attend. 8. Comprendre un échange de points de vue. Activité 22. Chère Pauline, nous sommes très heureux de vous accueillir, vous, la championne de surf. Mais dites-moi, les médias parlent de vous davantage pour votre physique très agréable que vos performances. La plage, la mer, plutôt que le sport. Ça ne vous dérange pas ? Si, bien sûr. Je peux permettre à certains journalistes de me poser des questions plus personnelles sur ma vie, sur mon quotidien ou mon passé, mais je veux qu'on parle de mon sport et je fais très attention aux photos, par exemple, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Je comprends que les médias cherchent à vendre plus, à intéresser leurs lectrices et surtout leurs lecteurs, mais jamais on ne doit oublier que nous sommes avant tout des femmes professionnelles du sport. Notre génération de surfeuses est encore jeune, et on ne peut pas encore comparer les performances des hommes et des femmes. Mais je ne suis pas obligée d'accepter qu'on nous regarde comme des jolies filles à la plage. Et si on me demande d'utiliser mon image pour des publicités ou pour des vidéos qui oublient nos compétences sportives, alors je dis non. On peut faire des photos et du sport de manière intelligente. La vie d'une sportive n'est pas idéale. Il faut travailler pour réussir. Et le public doit réussir à le comprendre. Activité 23. Nous avons discuté du plaisir et de l'intérêt des voyages, mais il faut aussi parler aujourd'hui des règles nécessaires et obligatoires à suivre pour un voyage international. Tout d'abord, je vous rappelle qu'un passeport valable est nécessaire et, pour beaucoup de pays, le passeport doit encore être valable 6 mois après votre retour. Oh, attention, vous devez vous informer de l'obligation d'avoir un visa ou non. Vous ne pourrez pas entrer dans le pays si vous n'avez pas le visa obligatoire. Parfois, on a la possibilité de l'acheter à l'aéroport à l'arrivée. Il faut penser à cette question avant le départ. Oh, encore une chose très importante. Les pays peuvent avoir des conditions culturelles et politiques qui sont différentes de votre quotidien, mais que vous devez respecter. Par exemple, il sera interdit de boire de l'alcool ou de visiter certaines régions. N'oubliez pas non plus que la question médicale est importante. Vous devez quelquefois prendre des médicaments ou faire un vaccin avant de partir pour éviter les maladies graves. Heureusement, il existe pour chaque pays un site officiel d'information pour préparer son voyage et je vous invite à regarder les dernières informations publiées juste avant le départ pour profiter ensuite vraiment du voyage. Activité 24. Bon, Quentin, on descend ici. Je suis sûre du nom de l'arrêt parce qu'il a le même nom que l'adresse de la banque. Arrêt Manuel parce que c'est la rue Manuel. Alors, regardons sur le plan de quartier. Rue Manuel. Oh, mais je ne vois pas de rue Manuel, c'est étrange. Julie, attends. Tu as un document de la banque avec l'adresse ? Alors regarde, parce que là, c'est évident qu'il n'y a pas de rue Manuel. Tu peux me faire confiance, enfin ? Bon, où est ce document ? Ah, le voilà. La banque se trouve donc rue Emmanuel. Non, c'est pas possible, j'étais certaine de l'adresse. Il faut maintenant reprendre le bus, car la rue Emmanuel n'est absolument pas dans ce quartier. Activité 25. Alors Kevin, quelle est ta proposition pour faire la fête du quartier avec les voisins ? Voilà ma proposition. En juin prochain, il y a plusieurs dates possibles pour organiser cette fête.
J'ai réfléchi à des possibilités et je voudrais vous les présenter. D'abord, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que cela se passe un samedi et non dans la semaine parce que beaucoup d'entre vous travaillent. Donc, si je regarde le calendrier de cette année, il y a 3 dates intéressantes en juin. Une fête religieuse avec un lundi férié, la fête de l'été qui est aussi la fête de la musique en France et mon anniversaire. Je ne suis pas trop d'accord avec la première date parce que quelques voisins peuvent être absents. Ensuite, je me demande si mon anniversaire intéresse vraiment tout le quartier, donc je ne sais pas trop. Enfin, je sais que la fête de la musique est une tradition pour sortir dans toute la ville, faire de la musique et faire de nouvelles rencontres. Bref, avant tout, nous avons besoin de réfléchir quelques minutes et après, on pourrait voter pour la date qui plaît à la majorité. D'accord ? « 9. Comprendre une probabilité, une éventualité. Activité 26. Tiens, hier, un ami m'a parlé de son groupe de musique préféré. Ça s'appelle Nord, écoute ça absolument, Marjorie, c'est de la super chanson française. Bon, je décide bien sûr d'écouter ça. Je tape le mot Nord sur un moteur de recherche sur Internet et je me retrouve avec 540 millions de résultats. Après 7 pages de recherche sur Internet, je n'ai trouvé aucun artiste avec ce nom. C'est probable que ce groupe musical existe, mais impossible à trouver ou alors il faut passer des heures à chercher pour y arriver. Et il paraît qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes dans cette situation. Et oui, la tendance aujourd'hui est de choisir des noms comme La Femme, Jaune, Sage ou des lettres comme M, L. Mais ils sont très difficiles à trouver sur Internet. J'imagine que les groupes pourraient changer de nom, mais ce serait dommage et trop tard s'ils commencent à avoir du succès. Les débuts d'un artiste sont toujours très compliqués, mais le chanteur M, qui est très populaire aujourd'hui, est l'exemple que rien n'est impossible. Activité 27. Dis, Robin, tu as vu ce projet génial de garderie pour petits-enfants à côté de Montpellier ? Tu en as entendu parler ? Oui, la ville a prévu de construire une garderie pour enfants de moins de 3 ans dans une maison de retraite, c'est ça ? L'initiative me semble vraiment intéressante. Et c'est probablement la solution de demain pour notre société qui est de plus en plus égoïste. Ce projet va permettre aux personnes âgées d'avoir des contacts quotidiens avec les petits-enfants. Et il est probable que les enfants seront très heureux d'avoir des grands-parents avec eux. En plus, je suis certain que les relations entre petits et plus âgés vont apporter une joie de vivre dans cette résidence pour personnes âgées. Et tu sais ce qu'ils vont avoir comme activité ensemble ? Il est aussi prévu dans l'année d'organiser des activités communes. Je pense certainement que faire de la cuisine ou de la musique ensemble va profiter à chacun. Les enfants vont apprendre plein de choses et les personnes âgées vont retrouver une atmosphère familiale très joyeuse. J'imagine et j'espère que ce projet connaîtra très vite d'autres grands succès dans beaucoup de villes. S'entraîner. 1. Comprendre une interaction entre locuteurs natifs. Exercice 1. Alors Christophe, l'année prochaine, c'est l'année de tes 40 ans. Tu vas organiser une grande fête ? Écoute Sophie, pour mes 30 ans, j'avais invité mes parents, mes frères et mes enfants au restaurant dans un petit village à 30 km d'ici. C'était super. Il faisait tellement beau qu'on a mangé en terrasse. Tout le monde a adoré. Et tes amis n'étaient même pas là ? On était un peu déçus. Arrête Sophie. J'espère que tu te souviens de mes 35 ans, non ? On a fait un très grand repas chez moi le samedi soir. Tous mes amis sont venus, et toi aussi. Il y avait 70 personnes. Tu te rappelles ? On a cuisiné tous ensemble. Et on a même joué de la musique et dansé. C'est un très bon souvenir. Alors, pour tes 40 ans, on peut faire une fête avec ta famille et tes amis ensemble dans une grande salle de la ville, par exemple.
Mon idée est un peu différente. Je vais organiser plusieurs petits dîners de 4 ou 5 amis pendant 6 mois. Pardon? Mais c'est ridicule, on ne va pas venir 10 fois chez toi pour ton anniversaire. Non, tu n'as pas compris. Je vais contacter à chaque fois un petit groupe d'amis différents. Je vais les inviter ensemble à dîner à la maison. Ce sera plus tranquille et plus personnel, et ils pourront vraiment discuter ensemble. Je vais organiser ces repas 1 ou 2 fois par mois entre janvier et juin prochain. Intéressant. C'est vrai que dans les grandes fêtes, on rencontre beaucoup d'amis, mais on ne se connaît pas vraiment. Christophe, c'est parfait. Et moi, tu m'inviteras avec quel groupe? Tu verras bien, Sophie. C'est une surprise. Exercice 2. Alors, ça vous a plu cette réunion de parents? Oui, faire une réunion pour nous demander de proposer des activités du soir et les animer, c'est une idée admirable. J'étais heureuse d'entendre la directrice dire que l'école est un lieu pour apprendre et aussi pour faire des choses ensemble. Seulement si les cours sont prioritaires. Voilà pourquoi j'ai proposé d'animer un atelier d'expression orale pour apprendre à parler devant ses camarades, devant les adultes, etc. Et c'est mon métier parce que je travaille à la télé comme journaliste. Si vous voulez, mais ces activités ne sont pas pour faire encore la classe ou remplacer les profs. Peut-être. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Un voyage touristique, je crois, non? Pas tout à fait. Les élèves vont monter eux-mêmes un projet d'échange avec une école dans un pays voisin. D'abord, ils vont choisir le pays et la région. Puis, on va décider quand et combien de temps on y va et quand les élèves partenaires vont venir chez nous. Après, je vais les aider avec les transports et comment trouver l'argent. Bref, un vrai projet imaginé et fabriqué par les élèves. Mais cette activité demande des connaissances professionnelles. C'est pas pour les jeunes de 12-15 ans. Pas du tout. Les élèves sont en général très compétents et enthousiastes quand ils sont responsables de leur propre projet. Bien. Je suis impatient que les activités commencent la semaine prochaine. À bientôt. Exercice 3. Salut Quentin! Merci pour ton aide hier. Mon déménagement n'était pas simple, mais on y est arrivé. Salut Marie. Ce matin, j'ai mal aux épaules et au dos, mais j'ai dormi cette nuit comme un bébé. C'est vrai qu'hier, tu n'avais pas vraiment bien organisé le transport des cartons et des meubles. Ça m'a énervé le matin quand on a dû attendre le camion pendant 1 heure. Et quand après, on a découvert qu'il fallait tout monter au 3e étage sans ascenseur, alors là, j'ai été un peu désespéré. Écoute, les amis se sont bien entendus et chacun a aidé. À 14h, tout était arrivé dans mon petit appartement et l'après-midi, on a pu ouvrir presque tous les cartons. C'était aussi une très bonne idée de Gabriel de commencer par ranger la vaisselle dans la cuisine. Le but était de faire de la place et de sortir les cartons de l'appartement. Bien sûr. J'imagine que tu vas prendre un peu de temps pour tout installer. Je suis impatient de savoir quand on fait la fête pour ce nouvel appartement. Oh là, attends un peu. Il faut encore la connexion Internet. Ça m'inquiète un peu parce que l'opérateur ne peut pas passer avant 3 semaines. Je ne sais pas comment je vais faire sans portable et sans tablette pour écouter de la musique. C'est pas grave, on apportera nos CD, comme avant. « 2. Comprendre des émissions de radio et enregistrement du domaine public. Exercice 4. Alors, Isabelle, quand vous parlez de proposer une nouvelle idée de marché, on pense tout de suite au commerce. Effectivement. Mais pour nous, notre idée de marché gratuit repose sur une idée d'échange. Les gens qui n'ont plus besoin de leurs affaires les apportent et les offrent à des gens qui trouvent là leur bonheur. Pour cet échange, les relations sont différentes. On veut que les gens fassent connaissance et qu'ils discutent ensemble. J'imagine que ce n'est pas par hasard que cela se passe avant les fêtes de fin d'année.
Alors, c'est vrai qu'avant les fêtes, les gens ont plus tendance à consommer. Alors, on aimerait que ce soit davantage une période de solidarité. C'est aussi une période qui est difficile pour certaines personnes qui n'ont pas de famille ou qui ont des problèmes financiers. Tout cela donne de l'intérêt à notre initiative. Vous vous adressez à quel public? À tout le monde. Mais pour cette fois, on a plus pensé aux personnes qui ont peu d'argent. Vous m'avez dit que vous l'organisiez pour la 2e fois dans cette partie de la Suisse francophone. Vous voulez lancer une nouvelle tradition? Oui, on l'organisera 2 à 3 fois par an en fonction des possibilités de lieux que la ville nous prêtera. Qu'est-ce qu'il faut pour organiser un marché gratuit? D'abord, il faut avoir l'autorisation de la ville et de la police. Et les responsables de la ville ont été tout de suite d'accord. On était même étonnés de voir qu'ils étaient très ouverts à cette idée. Sinon, il faut aussi faire beaucoup de travail sur l'information. Par exemple, on répond aux messages des gens qui posent beaucoup de questions. Après, il faut aussi enregistrer les inscriptions. Enfin, pour organiser un marché gratuit, on fait 3 ou 4 réunions d'organisation avant. Donc, il faut s'inscrire pour avoir des affaires à donner? Oui, parce qu'on veut savoir combien de personnes vont venir pour répondre au mieux à la demande et réserver les places dans les rues à la grande majorité des personnes intéressées. Avec le succès, on devient très compétent. Exercice 5. Bienvenue dans notre émission des femmes et des hommes. Dans le monde, un homme sur 2 est une femme. Donc, il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes chefs d'État, ministres, chefs d'entreprise, académiciens ou pilotes d'avion. Pourtant, ce n'est toujours pas le cas et ce n'est pas nouveau. Bien sûr, les statistiques ont un peu progressé, mais l'égalité entre hommes et femmes reste encore l'exception et non pas la règle. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation réelle de l'égalité des sexes? Notre émission porte son regard sur ces femmes qui veulent le pouvoir, mais qui ne sont pas toujours au pouvoir. Bien sûr, en France, on se souvient de Marie Curie et de Coco Chanel. On sait que le Brésil a eu une présidente, Dilma Rousseff, et que l'Allemagne a choisi une chef de gouvernement, Angela Merkel. Ces noms donnent une impression du succès des femmes, mais la réalité est très différente. Et les statistiques du monde nous rappellent que la situation n'est pas très belle. C'est pourquoi, à Genève, aux Nations Unies, on rappelle qu'en juillet 2010, une nouvelle agence ONU Femmes est née pour se battre contre les violences faites aux femmes dans le monde. En France, tous les ans, on organise le Sommet économique des femmes. On s'est rendu compte qu'en France, il n'y avait pas une seule femme à la présidence d'une société du groupe des 40 plus grosses entreprises françaises. Et la loi sur l'égalité de salaire a été signée en 1972 en France, mais il a fallu attendre 2001 pour réellement voir des actions positives en politique et dans les entreprises. Allez, dernière question intéressante. Dans quel parlement de quel pays y a-t-il le plus de femmes? Eh bien, c'est au Rwanda, avec 48,8% exactement de femmes, presque l'égalité politique donc. En Suisse, c'est environ 25%, et en France, 20%. Et si le continent africain, qui est déjà l'avenir de notre francophonie, devenait aussi notre modèle d'égalité des sexes, ce serait un bel espoir. Exercice 6. Le Palais des Beaux-Arts de Lille a confié son musée à Zepp, l'artiste suisse très populaire en France pour ses bandes dessinées amusantes, pour attirer de nouveaux publics. Quand le Palais des Beaux-Arts de Lille a proposé au dessinateur la liberté d'utiliser tout le musée pour une exposition personnelle, il a d'abord eu peur devant l'importance et la richesse de la collection.
Et la question a été de savoir comment son dessin de BD, grand comme une image d'album, pourrait être à côté de peintures anciennes immenses. Alors, Zep, pourquoi avoir dit oui à l'Open Museum? Pour moi, c'était d'abord une façon de continuer à travailler et de dire mon amour du dessin et du crayon. Tous les tableaux anciens, célèbres ou non, qui sont présentés dans ce musée, ont été faits par des mains, donc par des personnes qui travaillaient pendant une semaine, des mois ou un an pour arriver à réaliser quelque chose que l'on regarde encore aujourd'hui. Donc, je voulais que mes dessins actuels permettent aux jeunes générations de venir voir et de comprendre que l'art d'aujourd'hui est la conséquence et la suite logique d'une longue tradition. On nous a dit que vous détestiez les musées quand vous étiez enfant. C'est vrai. Pour moi, les musées étaient pour exposer des gens morts et voir, avec très souvent des images tristes de morts, des scènes horribles et violentes. Quand j'ai fait ensuite des études d'art, je n'aimais pas aller au musée avec des critiques d'art qui passaient des heures à expliquer et à analyser un seul tableau. C'est seulement quand je suis devenu papa que j'ai commencé à aimer les musées. J'ai accompagné mes enfants dans des musées où on choisissait un tableau, une œuvre qui me plaisait vraiment. Et là, je leur racontais une petite histoire ou une anecdote sur le tableau ou sur l'artiste. Finalement, j'ai retrouvé le goût et le plaisir d'y aller. 3. Comprendre des émissions de radio et des enregistrements du domaine professionnel. Exercice 7. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu fais cet été pour les vacances? Tu viens avec nous? On voudrait faire le tour du Québec, mais à vélo. Très bonne idée, Enzo. Mais pour le moment, je cherche un job d'été pour 1 ou 2 mois. Pendant mes études, je n'ai pas le temps de travailler et là, je ne vois pas comment je pourrais payer mes prochaines vacances. Et tu cherches un job dans quel secteur? Il paraît qu'aujourd'hui, c'est un peu la crise, c'est très compliqué. Et en plus, tu n'as même pas de métier? Non, mais je ne suis pas au chômage, Enzo. Je suis étudiante. Alors, il existe des bureaux de placement qui proposent des postes sans compétences spéciales pour les entreprises qui ont un salarié malade ou en congé. Comme je suis dynamique et souriante, ça suffit pour un petit boulot. Ah oui. Et tu as des idées? Tu as vu une offre intéressante? Oui, justement, hier, je suis passée devant la vitrine d'un bureau et j'ai lu les annonces. Une entreprise de meubles cherche un ou une standardiste pour 6 semaines cet été. J'imagine que je peux faire ça. Tu crois ça, Lucie? Et tu dois faire quel travail? Écoute, je dois répondre au téléphone et recevoir les clients. Et sur l'ordinateur, je note toutes les informations et les opérations de banque. C'est tout. Je suis sûre que je suis capable. Toute la journée, faire ça? Ça ne me plairait pas du tout. Bon, j'espère que tu trouveras autre chose. Il faut bien commencer à gagner sa vie, non? Exercice 8. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui installés à la Direction régionale du développement des entreprises et nous voudrions parler des nouvelles habitudes des consommateurs. Merci Christine Trottini de nous recevoir et pour commencer, quel travail occupez-vous? Bonjour et bienvenue. Je suis actuellement en charge de l'économie numérique des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, 78% des Français sont connectés et que la moitié a un compte sur un réseau social. Vous voulez dire que c'est la fin de l'économie traditionnelle et que les Français achètent tout en ligne maintenant? Pas exactement. Il faut savoir qu'à la fin de l'année dernière, 35% des familles avaient déjà une tablette numérique. Et chaque année, la situation progresse très vite. Cela a pour conséquence que toute la famille, parents, enfants, grands-parents, s'habitue peu à peu à ces connexions rapides et à distance. Mais pourquoi faire, vous allez dire? Eh bien, d'abord, les personnes s'informent sur les produits, les prix avant de se déplacer. Ensuite, quand ils sont dans un lieu commercial, ils se connectent pour comparer avec d'autres produits. Enfin, les personnes veulent pouvoir exprimer leur satisfaction en ligne et tout de suite. Très intéressant. Mais quel rôle jouez-vous exactement? En fait,
Je prépare la révolution numérique avec les entreprises. Et ce n'est pas facile. Il faut expliquer aux chefs d'entreprise, aux directeurs d'usine qu'ils doivent changer leur stratégie pour s'adapter aux nouvelles relations avec les clients d'aujourd'hui et de demain. Le e-commerce va prendre une place de plus en plus grande et je suis là pour aider l'économie de la région à se développer. Merci Christine Trottini de vos explications. Et excellente réussite. Exercice 9. Bonjour Madame Pindreau. Vous avez souhaité me rencontrer pour vous aider à financer l'ouverture de votre magasin. Je vous écoute. Bonjour. Voilà, j'ai passé 4 années en Angleterre et en Écosse. J'ai travaillé dans des restaurants et des bars. Et à mon retour, l'année dernière, j'ai passé un master en communication interculturelle. Aujourd'hui, je voudrais être indépendante et ouvrir mon commerce. Est-ce que vous pouvez me présenter votre idée? Quelle sorte de magasin? Pour qui? Pour faire quoi? Voilà, j'ai découvert l'habitude de boire du thé toute la journée chez les Anglais et mon idée est d'importer cette habitude en France. Je veux ouvrir un bar à thé dans notre ville. Vous voulez dire un salon de thé? Mais je suis un peu déçu parce que ça existe depuis très longtemps chez nous. Non, un bar à thé. C'est plus jeune, plus moderne. Je suis sûre que la possibilité de trouver un très grand choix de thé de différents pays n'existe pas encore dans notre région. Et mon commerce doit avoir une atmosphère artistique et confortable. Artistique, que voulez-vous dire? Dans ce lieu, je souhaite exposer des objets ou des peintures d'artistes de la ville ou de la région. Et on doit pouvoir boire et aussi acheter du thé pour la maison. Je me demande si un lieu où on boit, où on achète du thé et qu'on visite comme une galerie, ce n'est pas un peu trop compliqué pour une stratégie commerciale. Pas du tout. Les gens aujourd'hui veulent profiter de plusieurs choses en même temps. Et en plus, je veux installer des connexions Internet gratuites pour que les plus jeunes se sentent bien aussi. Écoutez, je suis plutôt confiant parce que vous êtes enthousiaste. Mais maintenant, parlons d'argent. Ah, là, c'est une autre histoire. Exercice 10. Bonjour, bienvenue aujourd'hui à l'émission Mon métier, c'est ma vie. Alors Marion, tu es agricultrice depuis quand? Avant, je travaillais dans le commerce import-export à Bordeaux et je gagnais beaucoup d'argent. Un jour, en 2015, mes parents ont pris leur retraite. Alors j'ai décidé de venir travailler dans la ferme familiale. J'ai choisi de retrouver le contact avec la nature, avec les animaux et le travail en liberté. C'est donc un énorme changement de vie. Oui, mais non. La ferme était dans ma famille depuis 5 générations, donc j'ai passé toute mon enfance ici. Après, j'ai étudié et j'étais très contente de mon travail dans le commerce international. Mais quand j'ai vu que je pouvais revenir et travailler à la ferme, alors l'envie a été plus forte. En 5 mois, j'ai arrêté mon travail, j'ai déménagé et je suis arrivée à la ferme sans aucune formation dans l'agriculture. Alors là, il était très urgent d'apprendre comment on fait pour diriger une petite entreprise et travailler dans les champs. Et vous avez suivi un stage de formation pour apprendre l'agriculture? Ou vos parents vous ont aidé et vous ont donné des conseils? Bon, au début, j'étais au chômage et je me suis inscrite à Pôle emploi. Par chance, j'ai eu droit à une formation en gestion d'entreprises agricoles. Aujourd'hui, je cultive ma petite production de blé et de maïs et je vends mes céréales aux entreprises de la région. Et puis, j'ai aussi une centaine de poules et de canards qui sont nourris avec des produits naturels et qui se promènent librement dans les champs. C'est une activité qui intéresse beaucoup les restaurants de la région. Si vous comparez avec vos parents agriculteurs, Marion, vos activités à la ferme ont-elles beaucoup changé? D'abord, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui vendent leurs fermes. Je ne voulais absolument pas. Et j'ai dû chercher des solutions pour rester ici. C'est pourquoi, depuis 2020,
Ma ferme est aussi ouverte au public et je reçois beaucoup de classes des écoles de la région. Les enfants découvrent mon métier et comprennent qu'une agricultrice est aussi une personne passionnée et que ce métier peut rendre heureux. Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas publié d'offre d'emploi. Les chefs d'entreprise, surtout ceux qui dirigent des petites sociétés, pensent comme eux. Cette enquête montre aussi que le réseau personnel, la famille, les amis, est plus efficace que la recherche sur Internet. Pourtant, nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont surtout les demandeurs d'emploi les plus âgés et les moins diplômés qui s'adressent à leurs relations personnelles. Les plus jeunes et les mieux diplômés utilisent plutôt Internet. Ils souhaitent que les entreprises soient modernes et qu'elles aient par exemple une page Facebook ou un compte Twitter. Ils veulent qu'elles communiquent les emplois disponibles sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, voire qu'elles utilisent les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Et d'ailleurs, tout récemment, une grande entreprise internationale a recruté de jeunes diplômés sur Twitter. Les candidats prenaient contact avec les salariés qui décrivaient leur métier et donnaient des conseils pour rejoindre l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est réservé à très peu de personnes. Mais demain, toutes les entreprises vont devoir recruter de cette façon. On organise déjà sa vie en quelques clics. Loisirs, achats, rencontres personnelles. Pour faire ses courses, on va sur un site accueillant et facile d'accès et on reçoit notre commande en quelques heures. Eh bien, pour chercher du travail, ce sera la même chose. Les candidats pourront contacter les employeurs directement et être rapidement informés de leurs décisions. Il va falloir que les entreprises qui recrutent, et il y en a beaucoup, changent leurs habitudes pour s'adapter à cette nouvelle façon de proposer du travail, car c'est comme ça qu'on permettra au marché de l'emploi de progresser. D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas publié d'offre d'emploi. Les chefs d'entreprise, surtout ceux qui dirigent des petites sociétés, pensent comme eux. Cette enquête montre aussi que le réseau personnel, la famille, les amis, est plus efficace que la recherche sur Internet. Pourtant, nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont surtout les demandeurs d'emploi les plus âgés et les moins diplômés qui s'adressent à leurs relations personnelles. Les plus jeunes et les mieux diplômés utilisent plutôt Internet. Ils souhaitent que les entreprises soient modernes et qu'elles aient par exemple une page Facebook ou un compte Twitter. Ils veulent qu'elles communiquent les emplois disponibles sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, voire
qu'elles utilisent les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Et d'ailleurs, tout récemment, une grande entreprise internationale a recruté de jeunes diplômés sur Twitter. Les candidats prenaient contact avec les salariés qui décrivaient leur métier et donnaient des conseils pour rejoindre l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est réservé à très peu de personnes. Mais demain, toutes les entreprises vont devoir recruter de cette façon. On organise déjà sa vie en quelques clics. Loisirs, achats, rencontres personnelles. Pour faire ses courses, on va sur un site accueillant et facile d'accès et on reçoit notre commande en quelques heures. Eh bien, pour chercher du travail, ce sera la même chose. Les candidats pourront contacter les employeurs directement et être rapidement informés de leurs décisions. Il va falloir que les entreprises qui recrutent, et il y en a beaucoup, changent leurs habitudes pour s'adapter à cette nouvelle façon de proposer du travail, car c'est comme ça qu'on permettra au marché de l'emploi de progresser. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. D'après une étude de l'agence OpinionWay, pour la majorité des Français, acheter des biens de consommation n'est plus une priorité. On assisterait même au début d'un changement très fort. C'est ce que nous explique Frédéric Michaud, directeur des études chez OpinionWay. Quand on interroge les Français sur leurs préférences entre, d'un côté, la propriété et de l'autre, le fait d'utiliser uniquement les produits dont on a besoin, ils indiquent clairement préférer la seconde solution. 3/4 des Français préféreraient aujourd'hui louer des objets plutôt que de les acheter. Quels sont les produits que les Français sont prêts à louer ? Essentiellement des produits multimédia comme des objets de nouvelles technologies, des téléphones, des tablettes. Donc des produits qui évoluent rapidement. Oui, des produits qui ont une durée de vie très courte car leurs compétences technologiques deviennent vite limitées. Les entreprises s'adaptent et proposent de plus en plus des services de location. Pour le consommateur, c'est la certitude de toujours avoir un matériel en bon état. C'est un mode de consommation qui favorise la protection de l'environnement. En effet, le fait de louer plutôt que d'acheter un produit a pour conséquence de réduire la production d'objets et donc la pollution. Cela rejoint les résultats de l'enquête d'OpinionWay qui montre aussi ce qui pousse les Français à faire des achats car tout ne peut pas être loué. Ils disent préférer des produits résistants et respectueux de l'environnement. Les produits très modernes ne les intéressent que s'ils sont sûrs de leur qualité. C'est la fin des produits jetables. Oui, on peut dire ça. C'est la fin des produits jetables à bas prix. Avec les vélos en libre-service comme les Vélib à Paris et les services de location de matériel, on a vu apparaître de nouvelles pratiques de consommation.
On vend des déplacements à vélo sans vendre le vélo. Le consommateur n'est pas propriétaire de l'objet. Il devient propriétaire de l'utilisation de cet objet. Il semblerait qu'une révolution soit désormais en marche. D'après une étude de l'agence Opinionway, pour la majorité des Français, acheter des biens de consommation n'est plus une priorité. On assisterait même au début d'un changement très fort. C'est ce que nous explique Frédéric Michaud, directeur des études chez Opinionway. Quand on interroge les Français sur leurs préférences entre, d'un côté, la propriété et de l'autre, le fait d'utiliser uniquement les produits dont on a besoin, ils indiquent clairement préférer la seconde solution. 3/4 des Français préféreraient aujourd'hui louer des objets plutôt que de les acheter. Quels sont les produits que les Français sont prêts à louer ? Essentiellement des produits multimédia comme des objets de nouvelles technologies, des téléphones, des tablettes. Donc des produits qui évoluent rapidement. Oui, des produits qui ont une durée de vie très courte car leurs compétences technologiques deviennent vite limitées. Les entreprises s'adaptent et proposent de plus en plus des services de location. Pour le consommateur, c'est la certitude de toujours avoir un matériel en bon état. C'est un mode de consommation qui favorise la protection de l'environnement. En effet, le fait de louer plutôt que d'acheter un produit a pour conséquence de réduire la production d'objets et donc la pollution. Cela rejoint les résultats de l'enquête d'Opinionway qui montre aussi ce qui pousse les Français à faire des achats car tout ne peut pas être loué. Ils disent préférer des produits résistants et respectueux de l'environnement. Les produits très modernes ne les intéressent que s'ils sont sûrs de leur qualité. C'est la fin des produits jetables. Oui, on peut dire ça. C'est la fin des produits jetables à bas prix. Avec les vélos en libre-service comme les Vélib à Paris et les services de location de matériel, on a vu apparaître de nouvelles pratiques de consommation. On vend des déplacements à vélo sans vendre le vélo. Le consommateur n'est pas propriétaire de l'objet. Il devient propriétaire de l'utilisation de cet objet. Il semblerait qu'une révolution soit désormais en marche. L'épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. D'après une étude de l'agence Opinionway, pour la majorité des Français, acheter des biens de consommation n'est plus une priorité. On assisterait même au début d'un changement très fort.
C'est ce que nous explique Frédéric Michaud, directeur des études chez Opinionway. Quand on interroge les Français sur leurs préférences entre, d'un côté, la propriété et de l'autre, le fait d'utiliser uniquement les produits dont on a besoin, ils indiquent clairement préférer la seconde solution. 3/4 des Français préféreraient aujourd'hui louer des objets plutôt que de les acheter. Quels sont les produits que les Français sont prêts à louer? Essentiellement des produits multimédia comme des objets de nouvelles technologies, des téléphones, des tablettes. Donc des produits qui évoluent rapidement. Oui, des produits qui ont une durée de vie très courte car leurs compétences technologiques deviennent vite limitées. Les entreprises s'adaptent et proposent de plus en plus des services de location. Pour le consommateur, c'est la certitude de toujours avoir un matériel en bon état. C'est un mode de consommation qui favorise la protection de l'environnement. En effet, le fait de louer plutôt que d'acheter un produit a pour conséquence de réduire la production d'objets et donc la pollution. Cela rejoint les résultats de l'enquête d'Opinionway qui montre aussi ce qui pousse les Français à faire des achats car tout ne peut pas être loué. Ils disent préférer des produits résistants et respectueux de l'environnement. Les produits très modernes ne les intéressent que s'ils sont sûrs de leur qualité. C'est la fin des produits jetables. Oui, on peut dire ça. C'est la fin des produits jetables à bas prix. Avec les vélos en libre-service comme les Vélib à Paris et les services de location de matériel, on a vu apparaître de nouvelles pratiques de consommation. On vend des déplacements à vélo sans vendre le vélo. Le consommateur n'est pas propriétaire de l'objet. Il devient propriétaire de l'utilisation de cet objet. Il semblerait qu'une révolution soit désormais en marche. D'après une étude de l'agence Opinionway, pour la majorité des Français, acheter des biens de consommation n'est plus une priorité. On assisterait même au début d'un changement très fort. C'est ce que nous explique Frédéric Michaud, directeur des études chez Opinionway. Quand on interroge les Français sur leurs préférences entre, d'un côté, la propriété et de l'autre, le fait d'utiliser uniquement les produits dont on a besoin, ils indiquent clairement préférer la seconde solution. 3/4 des Français préféreraient aujourd'hui louer des objets plutôt que de les acheter. Quels sont les produits que les Français sont prêts à louer? Essentiellement des produits multimédia comme des objets de nouvelles technologies, des téléphones, des tablettes. Donc des produits qui évoluent rapidement. Oui, des produits qui ont une durée de vie très courte car leurs compétences technologiques deviennent vite limitées. Les entreprises s'adaptent et proposent de plus en plus des services de location. Pour le consommateur, c'est la certitude de toujours avoir un matériel en bon état. C'est un mode de consommation qui favorise la protection de l'environnement. En effet, le fait de louer plutôt que d'acheter un produit a pour conséquence de réduire la production d'objets et donc la pollution. Cela rejoint les résultats de l'enquête d'Opinionway qui montre aussi ce qui pousse les Français à faire des achats car tout ne peut pas être loué. Ils disent préférer des produits résistants et respectueux de l'environnement. Les produits très modernes ne les intéressent que s'ils sont sûrs de leur qualité. C'est la fin des produits jetables. Oui, on peut dire ça. C'est la fin des produits jetables à bas prix. Avec les vélos en libre-service comme les Vélib à Paris et les services de location de matériel, on a vu apparaître de nouvelles pratiques de consommation. On vend des déplacements à vélo sans vendre le vélo. Le consommateur n'est pas propriétaire de l'objet. Il devient propriétaire de l'utilisation de cet objet. Il semblerait qu'une révolution soit désormais en marche.
L'épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits. Épreuve blanche 2. DELF niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Dans les exercices 1, 2 et 3, pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Alors Stella, tu as reçu le pass sportif gratuit de la ville, je crois. As-tu déjà choisi la salle de sport pour profiter du pass? Oui, c'est une super offre pour nous, les nouveaux habitants. Tu vois, on connaît très peu de gens ici quand on arrive, et dans une grande salle de sport, on peut choisir ses horaires et ses activités, et surtout, c'est facile de rencontrer des gens sympas. Je te conseille la salle Top Gym, Stella. Et c'est ouvert tous les jours de 7h du matin à 22h le soir. Mais si tu veux faire des activités sportives avec un ou une prof, les cours n'ont pas lieu tout le temps. Les profs de sport arrêtent de travailler de 14h le samedi jusqu'au lundi 7h. Mais la salle reste ouverte aux horaires habituels. Tu voudrais venir avec moi, Stella? Pourquoi pas? Est-ce que tu as le programme des cours et la liste des sports? Je pourrais faire mon choix? Le plus simple est de regarder le programme sur leur site internet. Il n'y a plus de programme en version papier. Avec ce pass de la ville, je peux alors choisir ce que je veux? Ou il y a un nombre limité d'activités? Attention, le pass est gratuit et tu peux venir à Top Gym pendant 6 mois et utiliser les équipements 7 jours sur 7. Mais pour les cours de sport, tu dois acheter les cours avec des forfaits sur 6 mois ou 1 an. Ah, je n'avais pas compris que ce pass sportif était plus une publicité qu'un cadeau. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des cours de gym. C'est important pour moi de faire de nouvelles connaissances. Alors je vais regarder sur Internet et je vais réfléchir encore un peu. Alors Stella, tu as reçu le pass sportif gratuit de la ville, je crois. As-tu déjà choisi la salle de sport pour profiter du pass? Oui, c'est une super offre pour nous, les nouveaux habitants. Tu vois, on connaît très peu de gens ici quand on arrive, et dans une grande salle de sport, on peut choisir ses horaires et ses activités, et surtout, c'est facile de rencontrer des gens sympas. Je te conseille la salle Top Gym, Stella. Et c'est ouvert tous les jours de 7h du matin à 22h le soir. Mais si tu veux faire des activités sportives avec un ou une prof, les cours n'ont pas lieu tout le temps. Les profs de sport arrêtent de travailler de 14h le samedi jusqu'au lundi 7h. Mais la salle reste ouverte aux horaires habituels. Tu voudrais venir avec moi, Stella? Pourquoi pas? Est-ce que tu as le programme des cours et la liste des sports? Je pourrais faire mon choix? Le plus simple est de regarder le programme sur leur site internet. Il n'y a plus de programme en version papier. Avec ce pass de la ville, je peux alors choisir ce que je veux? Ou il y a un nombre limité d'activités? Attention, le pass est gratuit et tu peux venir à Top Gym pendant 6 mois et utiliser les équipements 7 jours sur 7.
Mais pour les cours de sport, tu dois acheter les cours avec des forfaits sur 6 mois ou 1 an. Ah, je n'avais pas compris que ce pass sportif était plus une publicité qu'un cadeau. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des cours de gym. C'est important pour moi de faire de nouvelles connaissances. Alors je vais regarder sur Internet et je vais réfléchir encore un peu. Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bienvenue à notre émission « Je lis donc je suis ». Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui un auteur de bande dessinée pour son dernier album jeunesse. Bonjour Arthur Claude. Une première question tout de suite. C'est votre vrai nom, ça? Bonjour, et merci de votre invitation. Ah, Arthur Claude, ce n'est pas tout à fait mon nom, mais ce sont bien les 2 prénoms que mes parents m'ont donnés. Et comme je travaille pour des publics jeunes, des publics très jeunes, je pense que les prénoms sont plus familiers que des noms de famille difficiles à garder en mémoire. Voilà, vous écrivez et vous dessinez pour un jeune public. Et pour vous, à partir de quel âge les enfants peuvent-ils vous lire? Il n'y a pas d'âge minimum, ni maximum d'ailleurs, pour lire un album ou une bande dessinée. Mon éditrice me disait que le public qui lit, qui achète ou qui vient à mes lectures et rencontres dans les librairies sont autant d'enfants, de jeunes, que d'adultes. J'ai l'habitude de présenter mes livres en discutant beaucoup avec les personnes présentes, mais surtout, je lis à haute voix, je montre les images sur un écran et je raconte l'histoire. Tout le monde peut laisser libre cours à son imagination, les petits comme les grands. Pourquoi dit-on pourtant que vous, Arthur Claude, êtes un auteur-dessinateur de littérature jeunesse? Vous dites que tout le monde vient vous écouter. Oui, mais je m'adresse d'abord aux enfants. Attention, lire pour un enfant veut dire commencer à comprendre le monde, les autres ou soi-même en regardant des images ou en lisant des histoires inconnues. L'important dans la littérature jeunesse est de réussir à donner à l'enfant le goût de découvrir ce qu'il ne connaît pas. Cela, bien sûr, est très loin des jeux vidéo ou des émissions de télé qui ne proposent pas beaucoup de situations pour rêver. Merci beaucoup, Arthur Claude, d'avoir partagé votre passion. Bienvenue à notre émission « Je lis donc je suis ». Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui un auteur de bande dessinée pour son dernier album jeunesse. Bonjour Arthur Claude. Une première question tout de suite. C'est votre vrai nom, ça? Bonjour, et merci de votre invitation. Ah, Arthur Claude, ce n'est pas tout à fait mon nom, mais ce sont bien les 2 prénoms que mes parents m'ont donnés. Et comme je travaille pour des publics jeunes, des publics très jeunes,
Je pense que les prénoms sont plus familiers que des noms de famille difficiles à garder en mémoire. Voilà, vous écrivez et vous dessinez pour un jeune public. Et pour vous, à partir de quel âge les enfants peuvent-ils vous lire? Il n'y a pas d'âge minimum, ni maximum d'ailleurs, pour lire un album ou une bande dessinée. Mon éditrice me disait que le public qui lit, qui achète ou qui vient à mes lectures et rencontres dans les librairies sont autant d'enfants, de jeunes, que d'adultes. J'ai l'habitude de présenter mes livres en discutant beaucoup avec les personnes présentes, mais surtout, je lis à haute voix, je montre les images sur un écran et je raconte l'histoire. Tout le monde peut laisser libre cours à son imagination, les petits comme les grands. Pourquoi dit-on pourtant que vous, Arthur Claude, êtes un auteur-dessinateur de littérature jeunesse? Vous dites que tout le monde vient vous écouter. Oui, mais je m'adresse d'abord aux enfants. Attention, lire pour un enfant veut dire commencer à comprendre le monde, les autres ou soi-même en regardant des images ou en lisant des histoires inconnues. L'important dans la littérature jeunesse est de réussir à donner à l'enfant le goût de découvrir ce qu'il ne connaît pas. Cela, bien sûr, est très loin des jeux vidéo ou des émissions de télé qui ne proposent pas beaucoup de situations pour rêver. Merci beaucoup, Arthur Claude, d'avoir partagé votre passion. Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas publié d'offre d'emploi. Les chefs d'entreprise, surtout ceux qui dirigent des petites sociétés, pensent comme eux. Cette enquête montre aussi que le réseau personnel, la famille, les amis, est plus efficace que la recherche sur Internet. Pourtant, nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont surtout les demandeurs d'emploi les plus âgés et les moins diplômés qui s'adressent à leurs relations personnelles. Les plus jeunes et les mieux diplômés utilisent plutôt Internet. Ils souhaitent que les entreprises soient modernes et qu'elles aient par exemple une page Facebook ou un compte Twitter. Ils veulent qu'elles communiquent les emplois disponibles sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, voire qu'elles utilisent les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Et d'ailleurs, tout récemment, une grande entreprise internationale a recruté de jeunes diplômés sur Twitter.
Les candidats prenaient contact avec les salariés qui décrivaient leur métier et donnaient des conseils pour rejoindre l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est réservé à très peu de personnes. Mais demain, toutes les entreprises vont devoir recruter de cette façon. On organise déjà sa vie en quelques clics. Loisirs, achats, rencontres personnelles. Pour faire ses courses, on va sur un site accueillant et facile d'accès et on reçoit notre commande en quelques heures. Eh bien, pour chercher du travail, ce sera la même chose. Les candidats pourront contacter les employeurs directement et être rapidement informés de leurs décisions. Il va falloir que les entreprises qui recrutent, et il y en a beaucoup, changent leurs habitudes pour s'adapter à cette nouvelle façon de proposer du travail, car c'est comme ça qu'on permettra au marché de l'emploi de progresser. D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas publié d'offre d'emploi. Les chefs d'entreprise, surtout ceux qui dirigent des petites sociétés, pensent comme eux. Cette enquête montre aussi que le réseau personnel, la famille, les amis, est plus efficace que la recherche sur Internet. Pourtant, nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont surtout les demandeurs d'emploi les plus âgés et les moins diplômés qui s'adressent à leurs relations personnelles. Les plus jeunes et les mieux diplômés utilisent plutôt Internet. Ils souhaitent que les entreprises soient modernes et qu'elles aient par exemple une page Facebook ou un compte Twitter. Ils veulent qu'elles communiquent les emplois disponibles sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, voire qu'elles utilisent les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Et d'ailleurs, tout récemment, une grande entreprise internationale a recruté de jeunes diplômés sur Twitter. Les candidats prenaient contact avec les salariés qui décrivaient leur métier et donnaient des conseils pour rejoindre l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est réservé à très peu de personnes. Mais demain, toutes les entreprises vont devoir recruter de cette façon. On organise déjà sa vie en quelques clics. Loisirs, achats, rencontres personnelles. Pour faire ses courses, on va sur un site accueillant et facile d'accès et on reçoit notre commande en quelques heures. Eh bien, pour chercher du travail, ce sera la même chose. Les candidats pourront contacter les employeurs directement et être rapidement informés de leurs décisions. Il va falloir que les entreprises qui recrutent, et il y en a beaucoup, changent leurs habitudes pour s'adapter à cette nouvelle façon de proposer du travail, car c'est comme ça qu'on permettra au marché de l'emploi de progresser.